Alors, comment les ondes permettent de voir à l'intérieur du corps humain? Il y a plein de façons de faire, hein. La plus évidente, c'est l'échographie. On envoie des ondes sonores, elles rebondissent, et puis on voit l'intérieur du ventre. Il y a les rayons X aussi, qui en gros passent ou passent pas à travers le corps. Alors moi, celle qui me fascine le plus, c'est peut-être pas les plus évidentes, c'est les ondes qu'on utilise dans l'IRM, l'imagerie médicale, hein, l'imagerie par résonance magnétique dans les hôpitaux, qui va utiliser des ondes radio. En fait, les ondes radio, c'est vraiment celle de la radio FM, hein, qu'on reçoit chez soi. C'est celle aussi qui existe dans le four à micro-ondes, plus ou moins. Et l'IRM, ça marche comme ça, donc on rentre dans une espèce de gros tuyau, hein, qui fait un boucan pas possible, et les ondes vont pénétrer dans notre corps. Et là, ce qu'elles vont faire, en fait, c'est quelque chose de très léger et très innocent, en fait. Notre corps est composé d'atomes. Puis un atome, c'est quoi? C'est en gros des électrons et au milieu un noyau, tout petit. Et ce noyau, par exemple un atome d'hydrogène de mon corps, ce noyau, il porte un tout petit aimant, hein, comme une boussole, avec un pôle nord et un pôle sud. Voilà, on peut l'imaginer comme ça, comme une boussole. Et l'onde radio, quand elle arrive, en gros, il ne fait rien du tout. Sauf si on choisit exactement la bonne fréquence. Un peu comme on choisit exactement la bonne fréquence pour écouter France Inter, par exemple. Voilà. Donc si on règle le bon France Inter de l'atome, eh ben, l'onde en arrivant va faire basculer le petit aimant de notre noyau d'hydrogène. Et le temps qu'il met à revenir va dépendre de où il se trouve dans notre corps. S'il se trouve dans une cellule cancéreuse, par exemple, il ne va pas revenir à la même vitesse que s'il est dans une cellule saine. Et donc ça va nous permettre, juste en repérant le temps que met ce petit aimant, on parle de spin, ce petit spin à remonter, ça va nous permettre de repérer, là par exemple, où il y aurait une tumeur par rapport à une zone saine du corps. Donc c'est une invention de la physique quantique qui manipule des toutes petites choses, hein, les spins quantiques des noyaux de la matière, pour finalement faire une sorte de carte de notre corps. C'est un électroaimant. Et puis après on vous met dans la bobine de fil. Il faudrait mettre tellement de courant dans ce fil pour faire le champ magnétique dont on a besoin qu'en gros le fil fondrait. Il fond parce qu'il chauffe trop. C'est comme une ampoule électrique, quand je mets trop de courant dedans, ça fond. Et pour fabriquer le champ magnétique, on utilise une deuxième découverte, une deuxième astuce de la physique quantique, c'est les supraconducteurs. Alors les supraconducteurs, c'est une vieille invention, en fait, elle date même d'avant la quantique, elle date du début du XXe siècle, en 1911. Et c'est quoi? C'est des matériaux, en fait, on en a tous autour de nous, mais on ne s'en rend pas compte. La plupart des métaux et la plupart des matériaux sont supraconducteurs. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte parce que pour les voir supraconducteurs, il faut les refroidir, mais énormément. Il faut les refroidir tout près du zéro absolu. Si on arrive à les refroidir tout près du zéro absolu, par exemple, on les plonge dans l'hélium liquide. Alors, on est à 4 degrés du zéro absolu, moins 269 degrés, il fait très très froid. Si on fait ça soudain, certains métaux se mettent à conduire le courant de façon parfaite. Et quand je dis parfaite, c'est vraiment parfaite. C'est-à-dire que si vous faites une petite bobine avec ce matériau et que vous faites circuler du courant dedans, que vous enlevez la pile, le courant reste jusqu'à la fin des temps dans la bobine. Il circule. Parce que plus rien ne résiste. C'est pour ça qu'on appelle ça des supraconducteurs, c'est une espèce de truc de super-héros, c'est-à-dire vraiment le métal parfait. Ça conduit parfaitement, ça va permettre de faire des bobines. Parce que si on fait une bobine avec ce fil supraconducteur, puis qu'on met beaucoup de courant dedans, non seulement on peut enlever la pile et le courant reste, c'est très économe, mais surtout ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas parce qu'il n'y a plus de résistance, hein. C'est l'inverse d'une ampoule électrique, c'est une sorte d'anti-grippe. Hein, voilà. Alors les supraconducteurs, en fait, ils servent à plein d'endroits, sans qu'on le sache nécessairement, dans l'IRM, dans les hôpitaux, c'est une très belle application. Ils servent à d'autres endroits, par exemple pour les chercheurs, pour accélérer les particules. Un accélérateur comme le LHC au CERN utilise des supraconducteurs pour faire tourner les particules. Ils servent par exemple dans des filtres de relais de téléphone portable. Il se trouve qu'ils sont très puissants et très bons en électronique. Ils servent pour faire léviter des trains. Par exemple, il y a un train au Japon qui est le train le plus rapide au monde, il va à 600 km/h, et qui lévite sur les rails, il ne touche pas les rails, grâce à des supraconducteurs à bord du train qui vont créer les bonnes forces magnétiques pour léviter et pas toucher les rails. Donc ces supraconducteurs, en fait, on les utilise dans plein d'applications actuellement. À la limite, c'est qu'il faut les refroidir. Et ça coûte cher, c'est compliqué, c'est technologique. Un des espoirs des chercheurs, c'est d'arriver à trouver des supraconducteurs qu'on n'aurait plus besoin de refroidir, ou en tous les cas moins besoin de refroidir. Et là, il y a eu des progrès considérables ces dernières années, ces toutes dernières années, pour arriver, disons, à faire monter le seuil en dessous duquel ils deviennent supraconducteurs. Si on s'amuse à rêver une seconde et à imaginer qu'on trouve des supraconducteurs qu'on n'ait plus besoin de refroidir, alors là d'abord ça serait une révolution électrique, hein. On remplacerait toutes nos installations électriques, toutes nos lignes à haute tension par des supraconducteurs, parce que non seulement ça ne s'échauffe plus, mais en plus je peux mettre bien plus de courant dans un câble, donc j'ai plus besoin d'une ligne à haute tension, j'embarque ça sous le sol avec des petits câbles, ça n'occupe aucune place, c'est formidable. Donc un vrai gain d'énergie pour l'humanité. On peut aussi utiliser les supraconducteurs pour stocker l'énergie. Ça, c'est un des grands enjeux dans l'environnement. Avec les éoliennes, on n'a pas une énergie permanente. Où est-ce qu'on la stocke quand il n'y a plus de vent? Pareil pour l'énergie solaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les supraconducteurs font flotter les aimants. Ils font léviter. Mais c'est encore mieux que ça. Quand on fait léviter un aimant au-dessus d'un supraconducteur, on peut le retourner à l'envers et l'aimant va tenir à l'envers.
Donc en fait, on ne fait pas léviter, on tient sans toucher. D'accord? Je peux tenir un objet sans le toucher dans toutes les directions. Alors là, si vous pouvez faire ça, allez demander aux designers, ils ont soudain plein d'idées de ce qu'on peut faire. J'ai moi-même travaillé avec des designers sur cette question-là, et ils m'ont inventé des façons de tenir un plat sans se brûler, façons de faire léviter tous les meubles dans un hôpital pour des raisons d'hygiène, des façons d'inventer des nouveaux bijoux qui vont flotter au-dessus de nous sans toucher notre corps, des façons d'inventer des nouveaux objets pour le sport, par exemple, une genouillère qui ne touche plus votre genou, ou un sac à dos qui ne touche plus votre dos, ou des chaussures qui ne frottent plus, vous n'avez plus d'ampoule. Donc on peut vraiment réinventer notre quotidien à partir du moment où on sait tenir sans toucher. Alors on en est aujourd'hui de ce rêve de supraconductivité à température ambiante, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors on en est loin, les supraconducteurs, les meilleurs qu'on sache faire, ils sont en gros vers moins 120 degrés, donc ça reste très froid. On a besoin d'azote liquide par exemple pour les refroidir. On aimerait trouver mieux. Ce qui nous limite, on ne le sait pas, c'est le principe même de la recherche fondamentale. Si on savait comment améliorer, on aurait la solution. Je pourrais dire qu'une des choses très optimistes et pessimistes à la fois, c'est que les nouveaux supraconducteurs, les meilleurs, ceux qui sont à moins 120 degrés, on ne les comprend pas. Les anciens, on les comprend, ces nouveaux-là, on ne les comprend pas. On ne sait pas pourquoi ils sont supraconducteurs. En fait, un électron en physique quantique, c'est une sorte de petite vague. D'accord ? Tant qu'on ne le mesure pas trop, il se comporte comme une vague dans la mer. Et un métal, c'est plein de petites vagues. Chaque vague vit sa vie. Et puis si je mets une pile électrique, elles essayent toutes d'avancer péniblement dans un sens. Du plus vers le moins, ou du moins vers le plus. Un supraconducteur, c'est presque la même chose, sauf que toutes les vagues arrivent à se mettre ensemble et former une vague géante. Et une vague géante, plus rien ne lui résiste, en gros. Donc l'idée d'un supraconducteur, c'est une sorte de vague quantique géante formée par toutes les petites vagues des électrons ensemble qui s'ajustent bien les uns aux autres. Dans les nouveaux supraconducteurs, il y a encore cette vague géante, sinon il ne marcherait pas, sauf qu'elle a une géométrie, un style, une nature très différente. On sait qu'elle existe, on sait la mesurer, on sait la quantifier, mais on n'a toujours pas compris ce qui fait cette espèce de colle élémentaire qui permet aux vagues de se mettre ensemble. Il y a eu d'énormes progrès ces toutes dernières années, des progrès du côté théorique et du côté expérimental, pour sonder la matière et trouver des façons justement de prédire comment elle se comporte. Et cette supraconductivité, elle est par exemple étudiée à Toulouse. À Toulouse, il se trouve qu'il y a un labo assez unique qui est le laboratoire national des champs intenses, en lien aussi avec Grenoble, où ils font un truc qui est presque unique, qui est mettre ces matériaux dans des champs magnétiques gigantesques. Et ça va leur permettre de sonder cette physique-là et ces électrons de façon un peu différente des autres, et d'avoir des résultats vraiment originaux. Et puis alors, il y a eu des progrès tout récents absolument incroyables que je veux mentionner. Il y a quelques mois, tout juste, on a découvert des nouveaux matériaux qui sont en fait des gaz à base d'hydrogène et de soufre, c'est le truc qui sent mauvais là dans les œufs durs. Et on s'est rendu compte qu'en les écrasant, mais monstrueusement, en mettant une pression dessus de millions de fois la pression de l'atmosphère, ils deviennent solides et ils deviennent supraconducteurs quasiment à la température de la pièce. Non, alors qu'est-ce qui fait qu'on est supraconducteur ou pas ? On ne sait pas. C'est assez remarquable. Il faut que le matériau soit quand même métallique, d'accord ? Qui conduise le courant, pour qu'il puisse superconduire le courant. Il ne faut pas que ça soit un trop bon métal. Si c'est un très bon métal, il n'est pas supraconducteur. Qu'est-ce qui fait qu'un matériau est supraconducteur ou non ? Alors on sait l'expliquer après coup. Mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'on n'a pas encore réussi, par exemple, à faire un programme informatique dans lequel je puisse rentrer des atomes et lui dire calcule-moi si ça deviendra un supraconducteur ou pas. On est dans une physique, la physique quantique des solides. On est au tout début de cette physique. En fait, c'est une physique très complexe parce que même si un atome, c'est quelque chose maintenant qu'on a bien compris, dès qu'on met 10 atomes ensemble, on ne sait plus prédire comment ils vont se comporter. Et donc, on est dans une physique qui est presque à ses balbutiements, où on commence, mais on n'en est pas encore au point de savoir prédire comment la matière va se comporter. Alors, l'échelle de temps en science, elle est intéressante. Ça peut être très long pour comprendre un phénomène, et puis souvent, c'est l'inverse de ce qu'on pense. On peut s'imaginer des théoriciens qui font des tas de prédictions, puis des expérimentateurs après qui arrivent et qui vérifient. C'est à peu près toujours l'inverse, quasiment toujours l'inverse. Par exemple, l'IRM dont je parle, elle commence au tout début avec Peter Zeeman, fin du 19e siècle, qui découvre un effet hyper bizarre des atomes dans un champ magnétique, qui n'a aucune idée même de la physique quantique. Et donc entre Peter Zeeman, fin du 19e siècle, et la naissance de l'IRM, milieu des années 70-80, vous voyez qu'il faut attendre à peu près 100 ans. Et je trouve que c'est à la fois le côté fascinant et difficile dans la recherche fondamentale. Et donc je crois qu'il faut aussi faire le pari parfois de la recherche fondamentale, et espérer qu'au bout du compte, ça débouche sur une explication, sur repousser les frontières des connaissances, ou sur des applications majeures comme l'IRM.